On est toujours sur le thème stabilité, variation et expression du patrimoine génétique. On commence le cours sur le chapitre 3. Donc le chapitre 3 qui concerne l'expression du patrimoine génétique. Donc chapitre 3, expression du patrimoine génétique. Et on va commencer par grand 1, des gènes à la réalisation des phénotypes et influence de l'environnement. Donc en fait, vous copiez le cours qui suit, vous n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin. Donc ça sera en lien avec le TP4 qu'on va faire, et on va commencer par petit 1, les échelles du phénotype. Donc le phénotype, qu'est-ce que c'est? Le phénotype, c'est défini comme l'ensemble des caractères observables d'un individu. L'ensemble des caractères observables d'un individu, c'est-à-dire tout ce qu'on peut observer chez cet individu-là. C'est tout ce qu'on peut décrire, pas forcément à l'œil nu, mais tout ce qu'on peut décrire et voir chez cet individu. Et en fait, ça se décrit le phénotype à 3 échelles d'observation. On va commencer par l'échelle d'observation la plus large, la plus grande échelle, qui est l'échelle macroscopique. Donc vous faites des tirets. L'échelle macroscopique du phénotype, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est observable à l'œil nu. L'anatomie de la personne, sa morphologie, son comportement. C'est tout ce qui peut se décrire à cette échelle-là. Donc c'est ce qui est de l'ordre de taille du mètre ou du centimètre. Et c'est donc tout ce qui peut se décrire à ces échelles, comme par exemple très simplement la couleur de la peau d'un individu. C'est quelque chose qu'on observe à l'œil nu, ça fait partie du phénotype macroscopique. Donc forcément, dans le même état d'esprit, la couleur des cheveux, le fait d'avoir les cheveux raides ou de frisés, le fait d'avoir les cheveux courts ou longs, la couleur des yeux, tout ça, ça fait partie du phénotype macroscopique de l'individu. Autre exemple, des douleurs. Les douleurs, des douleurs lombaires, comme sur l'image, c'est quelque chose que l'individu ressent en entier, dans sa globalité, et donc c'est quelque chose qui est à l'échelle macroscopique. La dernière chose qu'on peut donner comme exemple, c'est l'anatomie, donc c'est-à-dire les organes internes. Bon, bien évidemment, c'est parce qu'ils se voient à l'œil nu sans ouvrir, il faut ouvrir la personne, mais quand on ouvre, ou qu'on fait par exemple une IRM, on peut étudier la forme des organes, savoir s'il y a un problème à ce niveau-là, et à ce moment-là, on décrit l'échelle macroscopique de l'individu, puisque c'est quelque chose qui se voit à l'œil nu. Ensuite, si on zoome, il y a l'échelle cellulaire. Donc on a une plus petite échelle, et l'échelle cellulaire, c'est assez facile à définir, c'est tout ce qui est structure et fonctionnement des cellules. Donc si on est sur de l'ordre du taille du micromètre, la cellule c'est du micromètre, 10 puissance moins 6 mètres. Donc quand vous décrivez des cellules, leur fonctionnement, vous êtes en train de décrire le phénotype cellulaire de l'individu. À l'écran s'affiche là une image de frottis sanguin. Donc vous avez toutes ces petites cellules ici là qui sont ce qu'on appelle des globules rouges. Donc les globules rouges sont les cellules qui donnent la couleur rouge au sang, qui transportent le dioxygène. Et chez certaines personnes, il y a une pathologie, on a un déficit de globules rouges. Donc par exemple, ça fait partie du phénotype cellulaire de l'individu. Vous avez aussi dans le sang les globules blancs. Les globules blancs, ces cellules qui sont des défenses immunitaires. Par exemple, certaines pathologies, c'est un excès de ces globules blancs, donc ça fait partie aussi du phénotype cellulaire de cet individu. Autre exemple ici, j'espère que vous reconnaissez, avec sa fameuse forme étoilée, le neurone, donc la cellule nerveuse. Donc il y a des pathologies où l'individu a des problèmes au niveau de ses neurones. Donc on décrit à ce moment-là, on est dans l'échelle cellulaire du phénotype. Troisième échelle, troisième tiré à la ligne, on est sur l'échelle moléculaire du phénotype. Donc on a encore zoomé, on est sur les molécules, et en particulier une molécule qui fait partie du phénotype, c'est la protéine. Donc dès que vous décrivez des protéines, leur mode de fonctionnement, vous êtes dans l'échelle moléculaire du phénotype. La protéine, enfin les molécules en général, on est sur un ordre de taille du nanomètre, donc 10 puissance moins 9 mètres. Par exemple, à l'écran, là, vous avez une hémoglobine normale. Donc là, vous êtes sur l'échelle moléculaire du phénotype. Bien. Alors, comme je vous l'ai dit, une molécule, c'est de l'ordre du nanomètre, alors que la grandeur d'une cellule, c'est de l'ordre du micromètre. 10 puissance moins 9, 10 puissance moins 6, vous voyez bien qu'il y a un facteur 1000, 10 puissance 3 entre les deux. Donc une molécule, c'est 1000 fois plus petit qu'une cellule.
Alors les molécules s'assemblent pour former des cellules. Là à votre écran, vous avez ici la molécule d'ADN, donc avec sa double hélice, hein. Chaque petit rond étant un atome. Et donc vous voyez ici qu'on est bien sur de l'ordre du nanomètre pour la molécule d'ADN. À l'écran là, vous avez l'atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. On est bien sur une molécule d'eau de l'ordre de taille aussi du nanomètre. Maintenant, si vous assemblez des millions de molécules d'eau, de l'ADN au milieu, et que vous mettez des molécules particulières ici qu'on voit s'afficher à l'écran, qui sont des lipides, autour, vous formez ce qu'on appelle une cellule. D'accord? Donc là, c'est une cellule buccale humaine, cellule de la bouche humaine. Donc vous avez la membrane plasmique. Donc la membrane plasmique. Et cette membrane est constituée, si on zoome un petit peu, de molécules lipidiques, de corps gras, si vous voulez. C'est normal, hein, puisque à l'intérieur, le cytoplasme, c'est de l'eau, comme vous le voyez ici. Hein, c'est des molécules d'eau. De l'autre côté, autour de la cellule, c'est aussi souvent de l'eau. Donc le seul moyen de séparer un milieu aqueux d'un autre milieu aqueux, c'est de faire une couche de gras. Donc vos membranes plasmiques sont en fait des lipides. Et dans le noyau, vous trouvez quoi comme molécule? De l'ADN. Donc bref, une cellule, c'est quoi? C'est un assemblage de millions de molécules. Maintenant, les cellules, si elles s'assemblent entre elles, elles vont former des tissus. Là, vous avez une cellule qui s'assemble pour former des tissus. Et des tissus, plein de cellules entre elles qui s'assemblent, ça forme un organe. Et les organes entre eux forment un organisme. Donc les cellules s'assemblent pour former des organes, les organes forment des organismes. Et donc, ce qui est important de noter, c'est que le phénotype moléculaire va donc déterminer le phénotype cellulaire. Hein, puisque ce sont les molécules qui s'assemblent pour former des cellules, donc le phénotype moléculaire détermine le phénotype cellulaire. Une modification de vos protéines va pouvoir modifier vos cellules. Autre chose importante, c'est donc que le phénotype cellulaire détermine le phénotype macroscopique, puisque ce sont les cellules qui forment l'individu. Hein. Donc le phénotype cellulaire détermine le phénotype macroscopique. Donc maintenant on va s'intéresser en détail au petit 2, les protéines, puisqu'on a vu que c'était ça qui était à la base de tout le reste. On va faire donc petit 2, les protéines, la base du phénotype. Alors tout d'abord, notez la définition d'une protéine. Une protéine, c'est donc une macromolécule. Macro voulant dire gros. Hein, l'inverse de micro, qui veut dire petit. Macromolécule, c'est donc une très grosse molécule. Faite de quoi? Faite d'acides aminés. Alors, qu'est-ce qu'un acide aminé? Un acide aminé, vous le voyez s'afficher à l'écran là. C'est cette formule-là. C'est donc une petite molécule, hein, un assemblage d'atomes, une petite molécule. Un carbone central, un hydrogène. CO-, ça c'est ce qu'on appelle, et j'espère que vous le savez de la part de vos bases de physique, c'est une fonction acide carboxylique. Et de l'autre côté, ça c'est ce qu'on a NH3+, c'est ce qu'on appelle la fonction amine. Donc vous voyez qu'un acide aminé, tous les acides aminés sont constitués d'une fonction acide carboxylique et d'une fonction amine, d'où leur nom de acide aminé. Et ça c'est la formule de base de tous les acides aminés que vous allez recopier. Pour copier cette formule-là de base. Et on voit que chaque acide aminé va avoir un radical, d'où le nom R, là en abrégé, un radical différent. Donc ça, c'est la partie variable d'un acide aminé à un autre. Donc un acide aminé, c'est une petite molécule qui a cette formule-là. Donc je vous laisse la recopier. Vous mettez pause et vous reprenez quand vous êtes prêt. Donc alors, si vous regardez sur l'écran à droite, là, c'est les 20 acides aminés qui existent sur Terre. Il n'en existe pas plus, 20 acides aminés en tout, qui arrivent à faire toutes les protéines qui existent dans le monde. Donc, vous voyez qu'en fait, à chaque fois, il y a la formule de base, CO-, donc la fonction acide, NH3, la fonction amine, donc ça, c'est la fonction de base de tous les acides aminés qui est sur fond blanc, c'est toujours la même. Et par contre, sur fond rose, là, vous avez le fameux radical qui varie d'un acide aminé à un autre. Pour la glycine, son radical, c'est l'hydrogène. Donc, il n'y a pas R, ça n'existe pas, il y a l'atome H. Donc, quand c'est un atome H, l'acide aminé, c'est ce qu'on appelle une glycine, c'est le plus petit acide aminé qui existe. L'alanine, son radical, c'est CH3, la valine, c'est cette formule-là, voilà. Donc, vous avez une partie variable d'un acide aminé à un autre, c'est celle qui est sur fond rose, et sur fond blanc, la partie commune à tous les acides aminés, la fonction de base des acides aminés. Donc, si vous regardez, vous n'avez pas à apprendre tous ces acides aminés, je vous rassure.
Vous pouvez les apprendre si vous voulez continuer en médecine, parce qu'il faudra les connaître, savoir tous les schématiser. Ça peut toujours être ça de prix si vous voulez commencer maintenant. Donc, pour écrire ces acides aminés, vous voyez que leurs noms peuvent être super longs, genre là, la phénylalanine. On a inventé un code pour les écrire plus vite. Donc le code n'est pas à connaître non plus, mais notez quand même que les acides aminés s'écrivent soit avec un code à 3 lettres, et c'est généralement les 3 premières lettres du nom, par exemple acide aspartique, c'est donc ASP en abrégé. Donc il y a un code à 3 lettres, et il existe aussi un code qui est encore plus rapide à écrire, qui est un code international, qui est le code à une lettre. Donc il est beaucoup moins instinctif, hein. L'acide aspartique, on l'écrit D. Hein. L'acide glutamique, on l'écrit E. L'alanine, donc ALA en abrégé à 3 lettres, mais A, là c'est logique, en une lettre. Hein. Donc vous voyez, il y a des codes pour écrire les acides aminés plus rapidement. Donc les acides aminés, ces petites molécules, vont en fait s'assembler les unes aux autres pour former des protéines. Donc exemple ici, donc un acide aminé, notez-le en abrégé AA pour aller plus vite. Les acides aminés se lient entre eux pour former une chaîne d'acides aminés qu'on appelle aussi un polypeptide. Donc par exemple à l'écran ici, vous n'avez pas à savoir non plus refaire ces équations, hein, mais ça vous aide à comprendre. Vous avez, voyé, un acide aminé, hein, donc la formule classique d'un acide aminé, le radical on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Et l'acide aminé numéro 2, ici, vous voyez aussi que le radical, on l'a noté R, c'est pas ça qui est important. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on a mis sur fond bleu là. En fait, la fonction acide carboxylique et la fonction amine de 2 acides aminés vont réagir entre eux. On va perdre un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène, c'est-à-dire une molécule d'eau, et ça va permettre d'attacher entre eux, former une nouvelle liaison covalente, et donc attacher entre eux 2 acides aminés. Donc cette liaison covalente entre un acide aminé et un autre s'appelle la liaison peptidique. Donc, les acides aminés se lient entre eux. Donc, vous voyez à l'écran, là, vous avez 1, 2, 3 et 4 acides aminés. Donc, c'est un début de polypeptide. Donc, les acides aminés vont se lier entre eux, comme ça, plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'acides aminés à la suite les uns des autres. Et ça forme une chaîne d'acides aminés qu'on appelle le polypeptide. Donc là, à l'écran, vous voyez un petit polypeptide. Donc, un acide aminé, la glycine, un deuxième, l'alanine, et un troisième, la cystéine. Donc il y a 3 acides aminés attachés. On peut généralement les simplifier comme ça avec le code à 3 lettres, GLI, ALA, 6. Et ces 3 acides aminés forment un tout petit polypeptide. Mais en réalité, très souvent, les polypeptides, c'est des centaines d'acides aminés attachés les uns aux autres. Donc là, vous avez zoomé sur un acide aminé, la phénylalanine, qui est attachée à une leucine, qui est attachée à une sérine, qui est attachée à une cystéine. Et tout ça, c'est un seul polypeptide. Et donc, les acides aminés vont se replier, vont interagir entre eux. Donc, en détail, c'est pas très important. Mais voyez le principe. Par exemple, vous avez vu tout à l'heure, hein, je reviens sur ma description des acides aminés, qu'il existe ici, par exemple, des acides aminés, en bas de votre écran, chargés négativement. Ils ont une charge négative. Mais il existe aussi des acides aminés qui ont des charges positives. Qu'est-ce que fait un plus et un moins? Eh bien, ça s'attire. Donc, si à un endroit vous avez une lysine, puis un peu plus loin un aspartate, ça va s'attirer et ça va replier la chaîne d'acides aminés, le polypeptide. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran ici. Hein. Donc, il y a tout un tas de radicaux différents et chaque radical a des fonctions différentes qui font que les propriétés des acides aminés varient. Par exemple, là sur votre écran, cet acide aminé-là déteste l'eau. Donc, il va avoir tendance à se mettre au cœur du repliement du polypeptide. Parce que sinon, autour, c'est le cytoplasme, c'est de l'eau, il n'aime pas, lui. Donc, il va aller se mettre au milieu. Ensuite, vous avez, par exemple, l'acide aminé qui est numéro 4, qui est chargé négativement. Et puis, vous voyez l'acide aminé numéro 9 ici, qui est chargé positivement. Le 9 va être attiré par le 4, et donc la chaîne de polypeptides va se replier. Et ça se replie dans l'espace, et ça forme ce qu'on appelle la structure tertiaire de la protéine, c'est-à-dire un repliement dans l'espace, une structure 3D, qui est typique de la chaîne linéaire d'acides aminés. Et ça, c'est ce qu'on appelle une protéine. Donc, voilà par exemple un exemple, hein, une chaîne linéaire, ce qu'on appelle aussi la structure primaire de la protéine, va se replier dans l'espace. Alors là, je vous ai noté des détails qui ne sont pas à apprendre, qui est par exemple ce qu'on appelle la structure secondaire des protéines. Voilà.
Structure secondaire des protéines, ce qu'on appelle les hélices alpha et les feuillets bêta. Bon, c'est des motifs qui se retrouvent souvent. Très souvent, les acides aminés s'enroulent en hélice ou en feuillets, comme ça, plissés, comme un accordéon. Mais ça, c'est pas très important. Et tout ça, ça se replie dans l'espace, ça forme la structure fonctionnelle de la protéine, la structure tertiaire. Et ce qui est important par contre de noter, c'est donc que cette structure spatiale, c'est la structure fonctionnelle de la protéine. C'est cette façon-là qu'elle a de fonctionner, c'est en ayant ce repliement spatial-là. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il existe des protéines faites de plusieurs polypeptides assemblés. Donc il y a une première chaîne d'acides aminés qui se forme, elle se replie dans l'espace, et il se forme une deuxième chaîne d'acides aminés qui se replie aussi dans l'espace et qui s'associe à la première. Et votre protéine peut donc être faite, par exemple, comme à l'écran ici, de 2 polypeptides associés, repliés dans l'espace. Donc, ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que la structure spatiale, c'est-à-dire la forme spatiale de la protéine, va déterminer sa fonction. C'est parce qu'elle a cette forme-là qu'elle a tel rôle dans la cellule, la protéine. Hein, donc la structure spatiale détermine la fonction de la protéine. Donc vous voyez ce qui est à l'écran, là, vous avez un exemple d'une protéine faite d'un seul polypeptide, et ici une protéine faite de 2 polypeptides, mais ça reste une seule protéine, et ça c'est une autre protéine. Donc une protéine peut être faite de un ou plusieurs polypeptides repliés dans l'espace. Maintenant, pour vérifier si vous avez bien compris, connectez-vous sur votre compte Learning Apps, et faites l'appli Les échelles d'observation du phénotype. Voilà, à bientôt, au revoir.